L'hyperglycémie et le diabète sucré. Le diabète sucré est une augmentation chronique du taux de glucose dans le sang supérieur ou égal à 1,26 g par litre, qui peut s'accompagner de symptômes tels que la soif, la polydipsie, la polyurie, ils urinent beaucoup, l'amaigrissement et les troubles de la conscience, et évoluer en absence de traitement et d'un traitement vers le coma et la mort. Parfois, les symptômes sont beaucoup moins marqués, voire absents. Les risques à long terme résident dans la survenue des complications. Des complications à type rétinienne, la rétine de l'œil, rénale et le nerf périphérique ainsi que neurologique, ainsi que l'augmentation du risque d'athérosclérose, un facteur de risque cardiovasculaire au niveau des artères cérébrales, coronaires et des membres inférieurs. Le pied diabétique. Le déséquilibre endocrinien et métabolique du diabète. Chez un patient diabétique, il y a un déficit d'action de l'insuline. Donc la sécrétion, elle est absente ou elle est insuffisante et ou avec une résistance de périphérie, c'est-à-dire qu'il y a l'insuline, une résistance périphérique. Il y aura un excès de sécrétion de glucagon en conséquence, de même qu'une persistance des autres hormones qui m'a le catécholamine, la GH et le cortisol. La libération excessive du glucose par le foie tout en diminuant son utilisation périphérique. Ceci entraîne une hyperglycémie, une hyperosmolarité du liquide extracellulaire avec transfert de fluide du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. C'est ce qu'on appelle la déshydratation intracellulaire au début avec hypervolémie. Quand la glycémie dépasse 1,80, le glucose filtré au niveau des glomérules rénaux va passer dans les urines. Je vais avoir une glucosurie qui s'installe, le volume urinaire réside, donc je vais avoir une polyurie osmotique, qui va nous donner une déshydratation extracellulaire en deuxième position. Intracellulaire, on va trouver extracellulaire. Les deux déshydratations ont donné une déshydratation globale à l'origine d'une soif et d'une polydipsie. Donc, il y a l'explication. Si le déficit insulinique s'approfondit, le cas de diabète de type 1, il y aura une mobilisation des graisses. Les graisses immobilisées et des protéines musculaires, donc le patient maigrit parce qu'il a une source d'énergie. L'hyperglycémie s'aggrave car il y aura une néoglycogénèse hépatique à partir des acides aminés et du glycérol. Donc il va essayer de faire du glycogène d'une autre voie. Les acides gras libérés seront dégradés dans le foie et qui entraînent une augmentation de la concentration de l'acétyl-CoA qui seront utilisés pour former les corps cétoniques qui passent dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'acidocétose. Classification étiologique du diabète. On a le diabète de type 1 et on a le diabète de type 2. On a les autres diabètes spécifiques dits secondaires, donc à une maladie pancréatique, à une endocrinopathie, à une maladie du foie ou la iatrogène. Donc ils sont secondaires. Et on a le diabète gestationnel de la femme enceinte. Premièrement, le diabète de type 1 ou là, le diabète insulino-dépendant, donc défini par une disparition profonde ou totale de l'insulinosécrétion. L'insuline maquage, insulino-dépendant. Pancréatique d'origine auto-humaine, il nécessite un traitement substitutif définitif. Donc, tous les jours, il faut un traitement par un apport d'insuline exogène. Il diront l'insuline. Donc, le 1, il est fin. Donc, 1, donc, avec l'insan, le diabétique de type 1, ça veut dire il est rapide, l'installation elle est rapide, donc insuline. Par contre le 2, donc il se caractérise par une insulinorésistance. Qu'il y a une insuline parce que une insulinorésistance, les récepteurs hépatiques et périphériques lui résistent. Il résiste à l'autre, associé à une insulinopénie, donc l'insuline relative et progressive. Donc il est caractérisé par la persistance d'une insulinosécrétion endogène. C'est un diabète non insulinodépendant car l'insulinothérapie n'est pas indispensable à la survie du patient. Cependant, le recours à l'insulinothérapie est obligatoire lorsque le traitement oral s'avère inefficace. Donc, nous avons un traitement oral. Et dès que ça n'a pas donné, نزيدوا لهم l'insuline. Donc هذا كيفاش باش نتفكروه 2 donc يجي obèse
يجي ثقيل دونك بروغريسيف دونك l'installation تاعها elle est progressive ولازم له un traitement ومن بعد l'insuline إذا كان ça n'a pas donné. Les autres diabètes قلنا secondaires à une pathologie pancréatique, une pancréatite, un cancer ou une mycoviscidose, une endocrinopathie qui met l'hyperthyroïdie, le phéochromocytome, l'hypercorticisme ou là une maladie du foie qui met la cirrhose secondaire à une hépatite virale ou la hémochromatose surcharge le foie. Iatrogène, c'est le diabète induit par les médicaments, la thyroxine ou là les glycocorticoïdes. كما les corticoïdes voilà. اللي قلت لكم la dernière fois les femmes اللي كيتزوجوا يحبوا يسمانوا donc يشربوا les corticoïdes ils peuvent déclencher un diabète surtout إذا كان عندهم une prédisposition familiale. Concernant le diabète gestationnel, c'est un trouble de tolérance au glucose. La sévérité est variable survenant au diagnostiqué chez la femme enceinte. On disait que c'est une pathologie pendant la grossesse ou là pendant le postpartum, donc quel que soit le terme et quelle que soit l'évolution après l'accouchement, après le postpartum. La période déjà mort l'accouchement. Le diagnostic positif du diabète, donc le diagnostic va être affirmé par les situations suivantes. Donc, soit on a une glycémie à jeun plus de 1,26 g par litre, vérifiée à 2 reprises. Donc, et ou une glycémie plus de 2 g à n'importe quel moment de la prise de la journée. Donc, avec des symptômes tels que la polyurie, la polydipsie, la perte de poids qui est inexpliquée. Ou là, une glycémie de plus de 2 g 2 heures après une charge de glucose. Par exemple, la GPO, l'exploration, 75 g. En présence d'une glycémie à jeun de plus de 1,26, il est inutile de réaliser une HGPO. Depuis 2009, selon un consensus d'experts international, devant une hémoglobine glyquée de plus supérieure ou égale à 6,5%, entre 6 et 6,5, on parle de 10 glycémies à haut risque de survenue de diabète, entre 6 et 6,5. Donc ça veut dire que c'est une malade, c'est une personne qui risque de faire un diabète. Au-delà de 6,5, supérieur ou égal à 6,5, donc on peut la considérer comme diabétique. L'altération non diabétique de la tolérance au glucose correspond à 2 états. Donc, je diabète, ça une altération à la tolérance. C'est les hyperglycémies modérées à jeun, c'est des glycémies au-delà de 1,10, entre 1,10 et 1,26. Parce que les normes, on a 1,10. Donc, entre 1,10 et 1,26, on a une intolérance au glucose, mais il n'est pas diabétique. L'intolérance au glucose définie par une glycémie à jeun inférieure à 1,26, une glycémie à 2 heures après une charge de 75 g de glucose au-delà de 1,40 à 2. Donc, il est à jeun entre 1,10 et 1,26, il est après une HGPO entre 1,40 et 2 g. L'intolérance au glucose. Le diabète gestationnel, le dépistage d'AOI se fait systématiquement chez les femmes enceintes dès le début de la grossesse, chez les femmes ayant des facteurs de risque. Les facteurs de risque, l'âge de plus ou supérieur ou égal à 35 ans, un IMC au-delà de 25, des antécédents personnels de diabète ou d'intolérance au glucose, c'est-à-dire entre 1,10, 1,26 à jeun ou la 1,42 g par litre après une HGPO. Antécédents familial de diabète, les parents de premier degré, donc le papa ou la maman, les antécédents obstétricaux de macrosomie plus de 4 kg ou là d'une mort in utero. L'IMC, c'est l'indicateur de poids. Il est calculé par le poids en kilos sur la taille au carré. Entre 24 et 28 semaines, c'est le dépistage ciblé de toutes les femmes enceintes de grossesse chez toutes les femmes enceintes. Les antécédents, au début, nous devons dépister le diabète. Selon les nouvelles recommandations de la Société francophone du diabète et du Collège national de gynécologie obstétrique, le diagnostic du diabète gestationnel est posé sur une glycémie à jeun au-delà de supérieure ou égale à 0,92 au premier trimestre ou une seule valeur pathologique parmi les trois après une HGPO à 75 g de glucose entre 24 et 28 semaines.
T0 supérieur ou égal à 0,92, T1 c'est-à-dire à 1 heure 1,80 ou là 1,53 à 2 heures. Donc le diabète de type 1. Diabète de type 1, anciennement dénommé diabète insulinodépendant, donc c'est une maladie auto-immune spécifique d'organes déclenchés, spécifique d'un organe qu'on a déclenché par un ou plusieurs facteurs liés à l'environnement, soit le virus ou des virus ou un stress ou des toxines alimentaires chez des sujets génétiquement prédisposés. Donc les arguments en faveur d'un phénomène auto-immun, les associations pathologiques, donc les 15% des diabétiques de type 1 font une autre maladie auto-immune. Par exemple, le diabète type 1 a une thyroïdite d'Hashimoto, ou là une maladie de base d'eau, ou là une maladie d'Addison, ou là une maladie de Biermer, ou là un vitiligo. L'insulite observée à l'examen histologique du pancréas, c'est une infiltration d'intensité variable des îlots de Langerhans par des cellules mononucléées. Ce sont des lymphocytes, les îlots, donc les cellules mononucléées, qui précèdent la destruction des cellules bêta, détruites, et qui traduit le processus auto-humain dirigé contre les cellules bêta. La présence d'auto-anticorps, il a été observé dans la majorité des cas, la présence d'auto-anticorps, et ce, à la phase de début du diabète, mais qui disparaissent assez vite au cours de la maladie. Ceux-ci doivent être recherchés chez les enfants de parents diabétiques ou chez la fratrie d'un enfant diabétique. Ces auto-anticorps sont des anticorps anti-îlots présents dans 90% des cas au moment du diagnostic clinique. Les auto-anticorps anti-insuline retrouvés dans 30 à 60% des cas au moment du diagnostic, ils sont plus fréquents chez l'enfant. Les anticorps anti-GAD, le glutamate acide décarboxylase, l'enzyme HAD, ils sont dirigés contre une enzyme ubiquitaire partout, exprimée au niveau pancréatique, responsable de la synthèse du GABA. Ces anticorps sont présents très tôt dans le prédiabète jusqu'à 10 ans avant le diagnostic. La maladie s'installe. Les effets des immunosuppresseurs, c'est des arguments, c'est une maladie auto-immune. La possibilité d'induire expérimentalement des rémissions partielles ou la temporaire du diabète de type 1 par les immunosuppresseurs. Par exemple, l'exemple de l'immunosuppresseur, c'est le cyclosporine. Et un argument en faveur de l'origine auto-immune de la maladie. Donc, on a la maladie auto-immune, les arguments en faveur. On a d'autres arguments en faveur du rôle de l'environnement. Expérimentalement, donc, la maladie peut être induite chez l'animal par une infection virale. Chez l'homme, le rôle du virus est suggéré par l'observation du diabète de type 1 survenu au décours de l'infection virale qui m'a les oreillons, la rubéole, le CMV. L'hypothèse avancée est celle d'une mimétisme, il va comme si mimétiser, comme si il calquait entre la structure antigénique de ce virus contre lequel se développent des anticorps et celle des cellules bêta, donc les anticorps. Le rôle toxique de certains aliments, l'exemple de certaines protéines de lait de vache, une partie de l'albumine bovine présente des analogies structurales, avec certaines protéines des cellules bêta. Donc il y a certaines protéines, l'albumine du lait de vache. Donc les anticorps anti-albumine bovine qui se forment chez les personnes ayant une intolérance aux protéines de lait de vache entraîne une destruction des cellules pancréatiques comme donc ils sont fabriqués pour détruire avec l'albumine bovine. Elle va détruire en même temps les cellules bêta de le pancréas qui va induire un diabète.
Cliniquement, où le diabète, les symptômes sont absents au stade préclinique. Quand les auto-anticorps sont positifs, ils apparaissent brutalement, parfois à l'occasion d'un événement, une infection par exemple. Donc, il y a un événement déclenchant. Les signes cardinaux sont la polyuropolydipsie, donc ils restent les toilettes, ils urinent beaucoup, ils boivent le main. Un amaigrissement malgré un appétit conservé, voire augmenté, et une asthénie. La durée de ces symptômes est courte généralement et l'évolution se fait inévitablement vers l'acidocétose si le diagnostic et le traitement sont tardifs. Donc, il y a l'acidocétose. Biologiquement, la glycémie au moment du diagnostic compte plus de 2 grammes par litre. La glycosurie, elle est positive. Le cétonurie, positif le plus souvent. Le traitement, c'est l'insuline à vie. Donc, c'est le traitement. Le diabète de type 2, donc longtemps asymptomatique, il devient cliniquement évident, soif, polyurie, perte de poids au cours de son évolution spontanée à l'occasion d'une affection intercurrente, c'est-à-dire affection avec le moment. Il débute généralement après l'âge de 40 ans et représente 90 à 95% des diabètes, ou est le plus fréquent. Il comporte un élément génétique non encore connu et il est plus souvent associé à l'obésité. La physiopathologie sa physiopathologie fait appel à une association d'anomalies siégeant à la fois sur l'insulinosécrétion et sur l'action cellulaire de l'insuline avec une insulinorésistance. Il y a quelque chose qui résiste à cette insuline. Les anomalies, donc premièrement, les anomalies de l'insulinosécrétion. Elles sont liées à un défaut de la sécrétion d'insuline qui est dû à une mauvaise reconnaissance du glucose comme signal direct. Et normalement, le glucose est un signal direct. Et comme agent potentiellement insulinosécréteur par les cellules bêta pancréatiques. Normalement, l'insuline, il va stimuler la sécrétion, le glucose, il va stimuler la sécrétion de l'insuline. Il y a un défaut la période. Ceci est probablement dû à plusieurs hypothèses. Premièrement, une diminution de la captation du stimuli, le glucose, par les cellules bêta. Donc, elle m'a capté, ou une mutation du gène de glucokinase, le gène, l'enzyme, il est muté, ou une altération du processus de sécrétion de l'insuline. Donc, avec le processus, la cascade, l'étude d'atteindre l'insuline à la fin, qu'il y a une haja avec les étapes qui est altérée, ou un déficit de clivage de la proinsuline en insuline. Donc, la proinsuline en insuline fait un problème. Les anomalies de l'action cellulaire de l'insuline, c'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Donc, l'insulinorésistance siège au niveau des tissus périphériques à différents niveaux. On a des anomalies de la liaison de l'insuline à son récepteur. Donc, le problème soit le récepteur, soit c'est une anomalie de la transduction du signal insulinique. Le récepteur a l'insuline avec le récepteur, mais il cache la transduction, c'est-à-dire l'interprétation de le signal ou là une anomalie des système effecteur, activité tyrosine kinase. Après avoir fait le signal, le système effecteur, le signal, fait un problème. L'évolution et le traitement de cette maladie ou du diabète de type 2. L'évolution du diabète de type 2 ou la diabète non insulinodépendant se fait vers le diabète insulinodépendant par épuisement du pancréas restant. Avec le pancréas, à un moment ou un autre, il est comme si c'est un diabète insulinodépendant. Le traitement consiste dans un premier temps à l'administration d'un traitement oral à base d'antidiabétiques oraux qui sont de plusieurs classes. Le cours si il y a une persistance ou là une aggravation, on passe à l'insuline. Merci.